Je l'ai appris par un email froid, sec, envoyé par un cabinet d'avocats dont je n'avais jamais entendu parler. Pas de condoléances, juste un objet en lettres capitales, transfert de succession, réponse urgente requise. En pièces jointes, 2 fichiers PDF. Le premier mentionnait mon nom comme contact de proximité. Le second détaillait la propriété dont j'étais désormais l'héritier, une adresse perdue dans le Kentucky rural, près de 24 hectares de terrain, et une vieille maison à 2 étages, laissée à l'abandon depuis des années. Mais ce n'est pas ce qui m'a glacé le sang. Non. C'était cette simple ligne en bas de page, atelier, accès restreint. Bâtiment annexe numéro 1, contenu potentiellement dangereux. Voir le code du comté 43B, cela faisait presque 20 ans que je n'avais pas parlé à mon père. Il n'y avait pas eu de dispute, juste une distance grandissante. Un silence qui s'était installé, lentement, naturellement. Et aucun de nous n'a jamais essayé de le briser. Même quand ma mère est morte, il n'a pas appelé. Pas une lettre, pas un mot. Tout ce que je savais, c'est qu'il s'était enfermé dans son travail. Et avec le temps, ce travail avait fini par le consumer. Alors j'ai pris la route. Le trajet m'a ramené tous les souvenirs d'enfance. La forêt dense du Kentucky, les routes de gravier qui se rétrécissaient, à mesure qu'on s'éloigne du moindre code postal. Le GPS s'est éteint 1 heure avant que j'atteigne la propriété. Et les arbres, eux, s'étaient épaissis, formant des murs végétaux si denses qu'on aurait cru qu'il faisait nuit, alors que le soleil brillait encore. Quand j'ai vu la maison, elle était exactement comme dans mes souvenirs. Grande, fatiguée. La peinture blanche qui s'écaillait. La véranda qui s'affaissait au centre. Une pancarte propriété privée pendait de travers, salie par la pluie et le temps. À l'intérieur, l'air sentait la poussière et l'abandon. Les meubles étaient recouverts de draps blancs, comme dans un vieux film. Mais ce n'était pas une mise en scène, c'était figé dans le temps. Dans le couloir, ces outils de taxidermie étaient toujours là, alignés avec une précision chirurgicale. Scies osseuses, fils fins, aiguilles recourbées. Tout brillait. Tout était à sa place. Un mug vide, taché par le marc de café séché, reposait encore sur une table du salon. Comme s'il allait revenir d'un moment à l'autre, je n'ai pas osé aller à l'atelier tout de suite. Le message m'avait mis en garde. Et devant cette bâtisse sans fenêtre, au fond du jardin, mon cœur battait trop fort. J'ai testé la poignée. Fermée, une lourde chaîne traversait le loquet. Le trou de serrure était rouillé mais intact. Une petite étiquette y était accrochée avec du fil rouge. Une simple note, écrite d'une main ferme, ne pas ouvrir. Ça ne m'a pas surpris. Mon père avait toujours traité cet atelier comme un lieu sacré. Quand j'avais 13 ans, il m'avait laissé l'observer alors qu'il montait un renard empaillé. Il avait les gestes lents, la voix basse, presque religieuse. Je lui avais demandé pourquoi il passait autant de temps à rendre les morts aussi vivants. Il m'avait répondu, sans me regarder. Préserver, c'est le seul moyen de le tenir à l'écart de la montagne. À l'époque, je croyais que c'était une métaphore. Aujourd'hui, je n'en suis plus aussi sûr. Les silences du village. Le village le plus proche était à une 20aine de minutes de route. Quelques virages, une station-service rouillée, une épicerie poussiéreuse, un petit restaurant. C'était tout. Quand je suis entré dans l'épicerie, la femme à la caisse m'a regardé. Ses yeux se sont écarquillés une fraction de seconde. Puis son visage s'est figé dans un sourire poli. Mais pas un sourire de bienvenue. Plutôt un sourire d'habitude. De méfiance. De mémoire. Vous êtes le fils d'Elijah, a-t-elle soufflé, sans que je ne dise un mot. J'ai hoché la tête, incertain de la façon dont elle prononçait ce nom. Elle a esquissé un sourire discret, presque nerveux, puis a lancé rapidement « Dites-moi si vous avez besoin de quoi que ce soit ». Plus loin, un client m'observait sans détour près des fruits. Et dehors, j'ai vu un homme se signer furtivement en me regardant par la vitrine. Il s'est détourné aussitôt. Ce n'était pas de la haine, ni même de la peur. C'était autre chose. Comme une vieille prière silencieuse. Une attente, un soupir contenu. Et surtout, aucun d'eux n'a mentionné mon père. De retour à la maison,
chaque pas faisait gémir les vieux planchers sous mes pieds. Elle avait été bâtie pour durer, mais le silence y était devenu plus lourd que les tempêtes. Il y avait des signes. Mon père avait bel et bien vécu ici, jusqu'au bout. Une bouilloire reposait encore sur le fourneau. Ses chaussons étaient posés bien droit à côté de son fauteuil. Mais il ne restait aucune chaleur dans ses murs. Rien qu'un résidu. Et puis, il y avait les montages. Des têtes, des animaux empaillés, partout. Un renard au pelage terne, figé dans un cri muet. Un faucon suspendu, gueule ouverte, prêt à attaquer. Des écureuils crispés, aux membres raides. Un lynx sur la cheminée, une patte levée, gueule entr'ouverte. Mais ce n'était pas une grimace de prédateur. Non, c'était autre chose. Une gêne, une surprise, et les yeux. Tous ces yeux, trop brillants, trop humains, comme s'ils continuaient à vous suivre, même quand vous leur tournez le dos. Certains montages dépassaient même les limites de la logique. Un opossum, assis sur une petite chaise pour enfants, vêtu de vêtements de poupée. Un raton laveur, perché sur une étagère, tenant un livre miniature entre ses pattes, des lunettes de poupée posées sur son museau. Mon père disait souvent que les animaux méritaient d'être montrés pour ce qu'ils auraient pu devenir, pas pour la façon dont ils étaient morts. Je n'avais jamais ri à ces blagues. Je ne savais pas si c'était censé être réconfortant ou un avertissement. C'est en fouillant dans les rayonnages de son bureau que j'ai trouvé la clé. Elle était dissimulée dans un vieux livre de prière, entre deux bibles familiales. Un trou avait été creusé au centre du livre. La clé y reposait, enroulée dans un chiffon. Sur la page opposée, le Lévitique avait été arraché, non pas découpé proprement, déchiré, à la main, avec rage. Ou panique, et soudain, je savais que j'allais ouvrir cet atelier. L'atelier, l'herbe autour de l'atelier était haute, sauvage, noueuse. On aurait dit que personne n'y avait mis les pieds depuis des années. La bâtisse semblait plus grande que dans mes souvenirs. Toit pentu, mur sans fenêtre, entièrement recouvert de lierre. Mais ce n'était pas ça qui la rendait étrange. C'était l'impression qu'elle avait été construite lentement, avec une patience presque douloureuse. Chaque planche, chaque clou semblait placé avec soin, comme si celui qui l'avait érigée n'avait jamais eu l'intention de la quitter. Je me suis approché du cadenas. Vieil acier terni, mais encore fonctionnel. La clé coulait parfaitement dans la serrure. Un déclic sec, la chaîne a glissé au sol dans un bruit sourd. Et la porte, elle s'est ouverte sans résistance lentement, comme si elle attendait. L'intérieur sentait le bois sec, la poussière, et un arôme sucré chimique, presque artificiel. J'ai tiré sur la corde du plafonnier. Un claquement métallique, suivi d'un bourdonnement électrique. La lumière s'est mise à clignoter, puis elle s'est stabilisée, et l'atelier est apparu, immense. Les murs étaient couverts d'étagères. Des bocaux, des boîtes, des fioles alignées avec une obsession maniaque. Au fond, un établi massif, usé par les années, mais toujours solide. Un tabouret en cuir, des outils suspendus comme dans une salle d'opération, des crânes miniatures, des fils, des aiguilles, des produits de tannage, des armatures en mousse, des morceaux d'os, le monde de mon père. Figé, parfait, précis, mais mon regard s'est figé sur autre chose. Une forme, recouverte d'un grand tissu beige, immobile, muette, mais dessous je voyais des contours. Des bras croisés, des jambes pliées, un torse et une tête, trop ronde, trop douce. J'ai soulevé le drap, et là, je l'ai vu. Ce n'était pas un animal, c'était une silhouette humaine. La taille d'un adolescent, peut-être, mais décharné, les membres trop longs, le torse trop étroit. La peau était cousue, tendue sur une armature, mais ce n'était pas une seule peau. Elle était assemblée, morceau par morceau. Animale, humaine, mélangée. Les mains étaient trop petites, les pieds trop larges, les épaules légèrement bossues, comme celles d'un cerf, et le visage, paisible, serein, les yeux grands ouverts, la bouche entr'ouverte, juste assez pour suggérer un souffle.
Mais ce n'était pas vivant. C'était un monstre, un simulacre d'enfant, fait d'horreur, de silence et d'intention. Les yeux étaient en verre, mais pas ceux qu'on commande dans un catalogue. Ils étaient trop réalistes. Je ne saurais expliquer pourquoi, mais je les ai fixés longtemps, trop longtemps. Ce n'était pas un simple projet artistique, pas une commande, pas une sculpture. C'était un rituel, et mon père le savait. Je n'ai pas remis le drap tout de suite. J'ai regardé la chose, longtemps, essayant de comprendre le sens, la raison, puis je l'ai recouverte, et j'ai quitté l'atelier. Mais quand j'ai éteint la lumière, je suis presque sûr qu'elle avait bougé. Les mémoires de Ruth, je les trouvais dans le vieux bar au bout du bourg, le genre d'endroit où le jukebox ne fonctionne plus depuis 1993, où le billard est bancal et où les rideaux filtrent la lumière comme un rêve moisi. Il était tôt, seuls deux vieux hommes somnolaient devant leur bière tiède. Et derrière le comptoir, elle, Ruth. Elle m'a reconnu dès que j'ai passé la porte. Le fils d'Elijah, a-t-elle dit en essuyant ses mains sur un torchon. Je pensais pas te voir débarquer un jour. J'avais pas prévu de revenir, mais me voilà. Elle m'a servi un verre sans demander. Quelque chose d'ambré qui brûlait doucement la gorge. Elle s'appelait Ruth, oui. Et maintenant que je la voyais de près, je m'en souvenais. Elle était déjà plus âgée que moi, enfant. Elle bossait ici à l'époque. Ses cheveux étaient relevés comme avant, mais ses yeux avaient changé. Elle a demandé si la maison était comme dans mes souvenirs. J'ai répondu que oui, mais le nom de mon père n'est pas venu. Il planait entre nous, lourd, visible, comme une corde suspendue au plafond qu'on refuse de regarder. C'est seulement après mon troisième verre que j'ai osé poser la question. Celle qui me brûlait la gorge depuis mon arrivée. Qu'est-ce que mon père faisait vraiment là-haut? Elle a expiré lentement les yeux vers la fenêtre. Le vent poussait un rideau de poussière sur le parking vide. Elle n'a pas répondu tout de suite. Elle a juste allumé une cigarette, frottant une allumette contre le comptoir métallique. Et elle a demandé « Tu as déjà entendu parler des enfants disparus ?» Secoué la tête, elle a hoché la sienne. On n'en parle plus, pas officiellement, mais les gens s'en souviennent. Sa voix est devenue plus basse, plus grave. C'était il y a longtemps, tous les 2 mois un enfant disparaissait. Pas de lutte, pas de bruit, juste disparu. Certains accusaient les bois, les bêtes sauvages. Mais on n'a jamais retrouvé de corps, jamais. Seulement des jouets dans les champs, des chaussures sur les rives. Je sentais le froid glisser dans mon dos. Et puis ton arrière-grand-père est arrivé. Un étranger, il n'était pas d'ici, il a construit la maison, puis l'atelier. Et les disparitions ont cessé, mais je commençais déjà à comprendre. Ruth a détourné les yeux. Sa voix s'est faite presque inaudible. Votre famille n'a jamais vraiment fait partie du village, pas comme les autres. Mais tant que les enfants restaient en sécurité, on fermait les yeux. Les anciens disaient à leurs enfants et à leurs petits-enfants de ne jamais aller au-delà de la crête. J'avais dépassé la limite des arbres derrière la maison. Pas de beaucoup, juste quelques mètres. Quand je suis revenu, mon père m'attendait. Il n'était pas en colère, il était livide, vide, terrifié. Il m'avait tiré par le bras, m'avait enfermé dans l'atelier, et il m'avait dit, d'une voix brisée, « Tu ne dois jamais aller au-delà de la crête. Pas seul, pas au crépuscule. Il peut sentir le chagrin. » Je pensais qu'il parlait d'un ours, ou d'un fantôme symbolique. Mais maintenant, j'en étais moins sûr. T'as écrasé sa cigarette. Elle m'a regardé droit dans les yeux. Ton père n'était pas juste un homme étrange. C'était un préservateur, comme son père avant lui, et ton arrière-grand-père avant ça. Ils appelaient ça comme ça, mais pas à voix haute. Ils gardaient quelque chose à distance. Je me suis mis à rire, un rire vide, nerveux. Tu crois vraiment à ça? Elle n'a pas souri. Moi, je n'ai pas besoin d'y croire. Je me souviens, le seul hiver où ton père est parti, l'année où ta mère est morte, 2 enfants ont disparu. 2. Et quand il est revenu, quand il a rouvert l'atelier, c'est redevenu calme. Parce que tout cela faisait sens.
la forme dans l'atelier, les coutures, les yeux, et le silence pesant du village. Il savait, et moi j'étais le dernier. Le pacte du village. Le lendemain matin, je m'étais réveillé plus tôt, pas par choix, mais à cause de ce sentiment, ce poids dans la poitrine, comme si quelque chose dans la maison m'observait, silencieusement, depuis l'intérieur. Je m'étais levé, tenté d'appeler quelqu'un, peut-être Ruth, peut-être même fuir, repartir, abandonner, mais je savais déjà que c'était trop tard. Ce jour-là, j'ai essayé de me concentrer sur l'essentiel, vendre la maison, boucler les papiers, faire ce qu'il fallait pour partir rapidement. Je suis retourné au bureau du greffier du comté. La femme derrière le guichet m'a reconnu tout de suite. Elle m'a souri. Mais ce sourire, il était faux, trop poli, trop calculé. Pour le transfert de propriété, il y a quelques étapes locales. Il faudra sans doute un accord du comté. Combien de temps? Ai-je demandé. Elle a cligné des yeux. Ça dépend, puis elle a baissé les yeux sur son registre. Et j'ai su. Elle mentait. Mieux vaut attendre avant de lancer les démarches. Au supermarché, on m'a souri, mais avec cette même distance prudente. La caissière m'a proposé une réduction sans que je ne la demande. Un homme derrière moi a murmuré quelque chose. Je n'ai pas compris, et elle lui a lancé un regard noir. Je voulais juste fuir cette impression, celle d'être entouré de gens qui attendaient quelque chose de moi. Mais je n'avais rien promis. Je n'étais pas mon père. J'avais une vie ailleurs, un travail, un appartement. Tout ce que je voulais, c'était vider cette maison et oublier. Il disait faire partie de la société historique locale, mais il avait plus l'allure d'un patriarche silencieux que d'un bureaucrate. On a parlé quelques minutes, des banalités. Il m'a demandé si je m'installais bien, si j'avais besoin de quoi que ce soit. Mais moi je voulais des réponses. Pourquoi tout prend autant de temps? Pourquoi tout le monde semble vouloir retarder la vente? Il a baissé les yeux vers ses bottes, puis m'a regardé avec une étrange sincérité. Ce n'est pas contre toi. Ce n'est pas que les gens veulent t'empêcher de partir. Ils ont juste peur que tu ne restes pas. Je suis resté silencieux. Ces mots m'ont frappé plus fort que je ne l'aurais cru. Ce n'était pas une méfiance, c'était de la résignation, comme s'il savait que quelque chose allait recommencer. Je ne compte pas rester, et j'ai admis. Vernon a hoché la tête. Je m'en doutais. Tu as le même regard que ton père, la première fois qu'il est parti. Je ne te juge pas, mais je sais ce qu'il se passe quand cette maison reste vide. Je l'ai vu. Il s'est ensuite tourné vers la lisière de la forêt, là où les arbres étaient plus noirs, plus serrés. Je ne te demanderai pas de croire à tout ça, pas encore, mais je te demande une chose. Viens me retrouver à la crête après le coucher du soleil, pour comprendre, rien de plus. Puis il est remonté dans sa camionnette, et il est parti, sans insister, mais quelque chose dans sa voix m'avait figé, comme si mon cœur avait déjà dit oui. La crête. Le soleil n'était déjà plus qu'un halo rougeâtre derrière les arbres quand je suis arrivé au point de rendez-vous. Vernon m'attendait, adossé à la vieille clôture en bois qui marquait la limite de la propriété. Il m'a fait un signe silencieux de la tête, puis s'est tourné vers les bois sans un mot. Je l'ai suivi, pas besoin de parler. Le craquement des feuilles mortes sous nos pas suffisait. Le sentier n'était pas un sentier, aucune balise. Aucun repère, c'était une piste invisible, gravée seulement dans la mémoire d'un homme qui l'avait foulée trop souvent. Les branches nous griffaient les bras, le brouillard rampait entre les racines, l'air sentait la mousse humide, et le fer. Au bout de 15 minutes, Vernon a levé la main. À partir d'ici, ne parle plus, ne respire même pas trop fort. S'il nous entend, il ne comprendra pas. J'ai hoché la tête. Je n'ai pas osé poser de questions. Dès lors notre progression s'est faite plus lente, silencieuse. Les bois, eux, semblaient s'éteindre. Plus d'oiseaux, plus d'insectes, juste nos pas et nos cœurs. Et ce que j'ai vu, je n'ai pas de mots exacts pour le décrire. Un clairière, oui, mais pas naturel. Les arbres autour étaient courbés vers l'intérieur.
leurs branches s'entremêlant comme les côtes d'une cage thoracique. Et au centre, quelque chose. D'abord je croyais à une souche, puis à une masse de bois pourri, mais ça a bougé, lentement, élégamment et horriblement. La chose était gigantesque, accroupie, sa peau, ou ce qui y ressemblait, était faite de morceaux, de chair, gigantesque, accroupie, sa peau, ou ce qui y ressemblait, était faite de morceaux, de chair, de cuir, de poils, cousus, patchés, étirés. Le torse semblait humain, mais les bras, trop longs, trop maigres, se terminaient par des doigts d'inégale forme, des griffes, des sabots, des ongles noirs. Une mâchoire sortait de l'omoplate gauche, un œil battait derrière la clavicule, et dans ses bras, elle tenait un enfant, moins, quelque chose qui y ressemblait. Le corps était mou, ses membres tordus comme s'ils avaient fondu, la peau pâle, couturée de cicatrices et de fils, la tête penchée, presque détachée. La créature le berçait, doucement, régulièrement, une sorte de tendresse animale, un instinct incompréhensible, mais réel. Elle lui caressait le bras, remettait en place un lambeau de peau, elle s'accrochait à lui, comme si le temps n'existait pas, comme si tout son monde dépendait de ce pantin abîmé. Je ne pouvais pas détourner les yeux, parce que cette chose, ce bébé dans ses bras, c'était le même que celui dans l'atelier, la même posture, la même fixité dans les yeux, mais celui-là était trop vieux, trop usé, trop manipulé. Il était en train de se défaire. N'était qu'un souffle, on l'appelle le parent, il veille sur ce qu'il croit être son enfant, mais celui-là est presque terminé. J'ai tourné lentement la tête vers lui, ma bouche a formé un mot silencieux, et quand il aura fini, Vernon n'a pas répondu, mais j'ai vu sa mâchoire se tendre, comme quelqu'un qui pense à une tombe. Et puis le parent s'est figé, et ses doigts, arrêtés en plein mouvement, sa tête tournée légèrement vers nous, pas de visage, pas d'yeux fixes, mais je savais qu'il nous avait entendus. Un de ses bras s'est levé, lentement, suspendu dans un geste figé, terriblement calme, puis, un bruissement, quelque chose a traversé les arbres derrière nous, une brise, une ombre, je ne sais pas, et le parent s'est détourné, il a repris son balancement. Le moindre craquement aurait été notre fin. Il nous a fallu 20 minutes pour retrouver l'air libre, et seulement là, il a parlé. Mais quand il se décompose, quand l'odeur s'atténue, il commence à chercher, et il ne sait pas ce qu'il veut, juste que quelque chose manque. Je suis resté là, figé, les étoiles apparaissaient au-dessus de nous, le vent ramenait l'odeur de la forêt, et Vernon a ajouté, « Ton père savait, c'est pour ça qu'il a continué à fabriquer ces choses. » Encore et encore, pas pour l'art, pas pour la mémoire, mais pour l'empêcher de chercher à nouveau. Ce que j'avais vu dans l'atelier, c'était pas une expérience, ni une folie, c'était une offrande, et il ne restait plus beaucoup de temps. Le corps inachevé, je suis resté figé dans le champ, même après que Vernon soit parti, seul, face à la forêt noire. Je savais désormais ce qu'était cette chose. Ce que mon père avait fait, ce que les villageois avaient laissé faire, et pire, je savais ce qu'on attendait de moi. Je suis resté dans mon lit, les yeux fixés au plafond, chaque craquement du bois, chaque soupir du vent, me faisait sursauter, et dans ma tête, une seule image, le parent, berçant son faux enfant, cousu de morceaux, et ce murmure lancinant de Vernon, quand l'enfant tombe en morceaux, il recommence à chercher, comme si rien ne s'était passé, mais tout avait changé. L'intérieur baignait dans une lumière terne, l'air y était plus lourd, comme si le bâtiment attendait quelque chose, et sur la table, le corps était toujours là. Je me suis approché, lentement, je me souvenais de mon père, ici même, de ses mains précises, de ses murmures, en cousant la peau d'un renard. Je pensais qu'il était juste excentrique. Mais maintenant, je comprenais, c'était un rite, un processus millénaire, pas de science, pas d'art, une nécessité. Je me suis assis, et j'ai commencé. Mes gestes étaient lents, je n'étais pas prêt,
Je n'étais pas doué, mais je n'avais pas le choix. Je renforçais les articulations, je resserrais les coutures, je recousais des morceaux de peau que j'avais trouvés sur l'étagère, une patte de renard, ici, une peau de daim là, un museau de blaireau modifié pour faire une épaule. Je me concentrais, heure après heure, un sourire léger, des joues creuses, une expression entre la paix et le sommeil, quelque chose que le parent n'interrogerait pas, avec de petites taches d'ambre. Je les insérais délicatement, ajustant les paupières autour, et puis je reculais, mon dos me faisait mal. Mes doigts étaient raides, mais c'était fait. Prêt à te vue, pris dans des bras impossibles, bercé dans une nuit sans fin. Mais cette nuit-là, quelque chose m'a réveillé, un craquement, un murmure dans l'herbe, le loquet d'une porte qu'on referme. Je n'ai pas bougé, je savais, le corps avait disparu, il était parti, ou plutôt, on était venu le chercher, et cette fois, je n'ai pas eu peur. Je suis resté sous les couvertures, et j'ai attendu, le cœur battant, mais calme, parce que pour la première fois, le silence dans la forêt était complet. Le pacte du sang, les jours suivants furent étrangement calmes. Le village semblait me regarder autrement, comme si je faisais enfin partie de quelque chose qu'il portait depuis des générations. Je n'étais plus l'étranger, ni l'héritier perdu. J'étais le gardien. Mais cette paix était fragile. Un soir, Vernon vint me trouver. Il avait apporté avec lui un vieux livre relié de cuir craquelé, poussiéreux aux pages jaunies par le temps. Un journal, disait-il, écrit par mon arrière-grand-père. Je l'ouvris avec respect. Dedans, les mots racontaient une histoire ancienne, un pacte, un serment, une promesse que chaque génération devait tenir pour protéger le village et empêcher le mal ancestral de s'éveiller à nouveau. Le secret, il ne s'agissait pas simplement de fabriquer des corps. Il fallait un corps véritable, un enfant réel dont la mémoire et l'essence serviraient de base à la création. Un sacrifice, un coup terrible. Les pages décrivaient des rituels, des instructions minutieuses pour préserver l'âme et le souvenir de l'enfant, pour garder à distance la créature, ce parent monstrueux qui ne cherchait que ce qu'il avait perdu. Le texte était clair. Sans un successeur prêt, la créature reviendrait. Sans interruption, elle chercherait à tout détruire. Médétoire 11h nos filles à le cieux au voix. Médétoire 11h nos filles à le cieux au voix. Je compris enfin la portée du rôle que mon père avait endossé et que j'avais hérité malgré moi. Il ne s'agissait pas d'une malédiction. C'était une responsabilité, un pacte de sang entre ma famille et cette terre, un pacte que je ne pouvais plus ignorer. Médétoire une vie facile, mais c'est la seule qui protège ce village. Et maintenant c'est à toi de continuer. Je sentis le poids de ces mots s'abattre sur moi. Je pouvais fuir, je pouvais abandonner, mais à quel prix? Mais plus que de mots, le c'était et saptifié est ce que personne ne peut comprendre. Et maintenant, je devais finir ce que mon père avait commencé. Le dernier rituel. Les nuits suivantes furent un tourbillon de préparation. Je travaillais à l'atelier, jusqu'à ce que mes mains saignent, jusqu'à ce que mes yeux brûlent. Chaque point de couture, chaque détail comptait. Je savais que je n'étais pas seul, que quelque part dans l'ombre, la créature attendait, guettait la fin de mon œuvre. Je lui donnais vie à travers mes gestes, en suivant les notes anciennes, les recettes secrètes gravées dans les journaux. Les yeux de verre s'ouvraient sur un monde qu'il ne pouvait pas comprendre. Le visage se sculptait en une expression d'innocence troublante. Au poids du pacte reposait désormais sur mes épaules. Le silence de la forêt allait continuer à me hanter. Le silence après la tempête. Je suis rentré chez moi, le corps posé dans l'atelier, couvert d'un drap, le poids de ce que je venais de faire peser sur mes épaules comme une pierre. Je savais que j'avais gagné du temps, que le parent avait été calmé, mais ce n'était qu'un répit, un souffle dans une tempête qui ne finirait jamais. Les aides, les gestes silencieux, comme si j'étais devenu une part de leur secret.
Mais le secret lui-même restait un voile sombre, une ombre qui rampait toujours derrière les arbres. En tout ce qu'il a sacrifié, à tout ce qu'il a gardé à distance, et je me demande combien de temps je tiendrai. Elle attend que je faiblisse, qu'un jour le parent puisse se lever à nouveau, et ce jour-là, ce sera la fin.